Emmanuel Macron qui sort sa chanson Le Temps de l'Abondance avec le label France Musique. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'insouciance. C'est la fin de l'insouciance. Début de la souffrance. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Tout va bien. C'est fini le temps de l'abondance. C'est fini le temps de la souffrance. Commence maintenant le temps de l'enculance. Allez, viens, je veux que tu danses. Cher Macron, cher Macron. Si nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance, celle des liquidités sans coût, celle de la fin d'une abondance de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles, la fin de l'abondance de terre ou de matière, et celle de l'eau également, et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main
veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. C'est fini le temps de l'abondance. C'est fini le temps de l'insouciance. Maintenant commence la danse. Viens danser avec moi. Emmanuel Macron qui sort sa chanson Le Temps de l'Abondance avec le label France Musique. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'insouciance. C'est la fin de l'insouciance. Début de la souffrance. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux
C'est fini le temps de la souciance. Commence maintenant le temps de l'enculance. Allez, viens, je veux que tu danses. Cher Macron. Nous vivons, et cela simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance, celle des liquidités sans coût, celle de la fin d'une abondance de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles, la fin de l'abondance de terre ou de matière, et celle de l'eau également, et je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. C'est fini le temps de l'abondance. C'est fini le temps de l'insouciance. Maintenant commence la danse. Viens danser avec moi. Eh ben, salut. C'est pas vraiment une revue de presse ce soir. On va lire l'article portrait qui a été fait de moi dans Libération. Je vous en ai parlé il y a quelques temps. Ils se sont mis à deux pistes de Libé pour faire mon portrait. Vous allez voir, rien de nouveau évidemment, mais quelques précisions à apporter à la fois sur la presse, sur pourquoi ces accusations et est-ce qu'elles sont fondées. Voilà. Il n'y a pas le son. Non. Mais si, il y a le son. Non, il n'y a pas le son. Il n'y a pas le son. Il y a de l'écho. Alors, on va recommencer. Alors, je ne sais pas pourquoi. Là, normalement, ça devrait être bon. Là, normalement, je pense que ça devait être bon. C'est bon ? Voilà. Non, voilà, ouais. Alors si en plus je fais un truc avec de l'écho. Merci d'être là un dimanche soir. D'habitude, la revue de presse, c'est à 9h ou presque tous les matins ou presque. Merci bien sûr de vous abonner sur Twitch et ailleurs. Nous sommes sur YouTube et sur d'autres réseaux sociaux. Parce que dans l'article de Libé, ils n'ont pas fait de pub au monde moderne. Pas vraiment, même si c'est de la pub, on parle de nous, de la communauté des modernos, de moi aussi, de ce que je fais. Mon Dieu, mais qui est cet Alexis Poulain qui est énervant à la fin. Vous allez voir, on va lire ensemble cet article assez court qui n'est pas diffamant, enfin qui est juste à l'image de ce qu'on peut attendre de Libération. Et puis on parlera ensuite de Libération, mais déjà vous savez de quoi on parle puisque Libération c'est ça, c'est faites ce que vous voulez mais votez Macron, hein, déconnez pas trop quand même. Donc bon, à partir de là, on sait qu'on n'est pas sur la même ligne éditoriale, eux et moi. On sait qu'on n'est pas forcément d'accord sur tout. On sait qu'on n'a pas non plus la même vision du journalisme, forcément. Et c'est bien là où le bas blesse. Qu'est-ce que c'est que le journalisme ? Qu'est-ce que c'est que la presse ? Qu'est-ce que c'est que l'information ? Est-ce que, finalement, comme le disait Deleuze, c'est pas simplement un outil du contrôle, dans les sociétés du contrôle qui sont les nôtres ? Et on va parler, bien sûr, aussi de Becker et de la stratégie de l'étiquetage. Pourquoi vouloir à tout prix mettre une étiquette sur les gens ? C'est tellement simple. C'est tellement simple aussi de montrer les déviants pour dire « n'allez pas là, c'est interdit ». De montrer les bords du débat pour éviter qu'il y ait débat, justement. Alors, on va parler de l'article et puis ensuite, je répondrai à vos questions. Voilà, parce que c'est important, ça sert à ça, la communauté. Donc, faites ce que vous voulez, mais abonnez-vous au Monde Moderne. Déconnez pas, c'est important. Parce que c'est une question d'audience. Et quand on voit
ce qui est devenu la télévision, et c'est pas nouveau, hein. Pasolini écrivait déjà que c'était juste un outil du contrôle fasciste également dans les années 70, bien avant Hanouna, bien avant la télé oligarchique. On peut se poser la question du mass média. À quoi il sert? Pourquoi il est financé par nos impôts et des oligarques? Et finalement, qu'est-ce que c'est que l'information dans un monde où il y a de l'information, de la contre-information, de la réinformation, de la désinformation? Bref, l'information qui devient le centre de tous les sujets et de tous les soucis même du pouvoir, parce qu'on a bien vu pendant cette crise Covid et même avant, comment finalement les gouvernements utilisent l'information pour faire passer des messages, pour communiquer, mais pas forcément pour informer. Je vous fais lecture, pour commencer, de ce formidable article donc qui est paru dans Libé en ligne. J'ai pas eu les honneurs de la presse papier, hélas. Peut-être ça viendra dans l'Express plus tard ou ailleurs. En tout cas, si vous ne l'avez pas lu, vous avez peut-être vu passer. C'est l'article qui a été le plus partagé, je crois, de Libé sur leur compte Twitter, parce qu'évidemment sur Twitter, j'ai un compte qui est pas mal suivi quand même et qui permet quand même de pas mal partager des infos, notamment voilà mon portrait. Alors il y avait les pour, il y avait les contre, il y avait vous tous, merci, qui m'avait défendu et avait essayé de faire comprendre que oui, on peut aller sur des médias dits d'extrême droite et porter une parole de gauche. C'est même ça la démocratie. Alors, certains ne sont pas du tout d'accord. Hein. Vous allez voir, Usul du futur m'a bloqué. Usul, oui, c'était trop pour lui, je crois, et il a été obligé de me bloquer. Donc voilà. Je vous fais lecture de l'article. Ensuite, on parlera un peu de ce qu'est le moment que nous vivons, à la fois le moment civilisationnel, parce qu'on est en train de changer de société, hein, et ça c'est très visible. On voit l'accélération d'ailleurs avec cette société finalement de l'état d'urgence permanent. Et d'ailleurs aujourd'hui, n'oublions pas, c'est le 13 novembre, et une pensée bien sûr importante pour toutes les victimes des attentats terroristes islamiques du 13 novembre au Bataclan, et on n'oublie pas tous les morts qui ont péri sous les balles de fanatiques religieux totalement haineux. Voilà, donc c'est extrêmement important de rappeler qu'il y a des choses plus importantes que des petits portraits dans l'IB, que des petites querelles de cour et que des partis qui essayent de survivre là où finalement il y a un temps historique qui les dépasse. Alors, je commence donc la lecture de cet article. Vous êtes prêts? Attends, je bois un coup quand même parce que... Tintin chez les conspis. Alexis Poulain se présente comme journaliste alors qu'il ne l'est pas vraiment. Ça commence bien. Mais alors, la question, qu'est-ce que c'est qu'un journaliste? C'est vrai, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une carte de presse? Est-ce que c'est un pigiste qui va essayer de travailler tant bien que mal, de récupérer de l'argent, de médias, parce qu'il faut vivre de ce métier, et c'est un métier extrêmement précaire et difficile à faire. Il y a des journalistes qui font un excellent boulot, et puis il y en a qui font évidemment un boulot de merde, mais ça c'est comme dans tous les métiers, hein. Vous avez des dentistes qui sont des vrais bouchers, des chirurgiens qui sont dangereux même, des médecins qui deviennent ministres qui sont également un peu dangereux aussi, et puis vous avez des bons médecins, vous avez des bons journalistes, c'est un peu comme partout. Alors, je ne suis pas vraiment journaliste, c'est vrai, je n'ai pas de carte de presse française, j'ai une carte de presse internationale et j'ai quand même plusieurs interventions sur plusieurs médias qui me permettent d'être éditorialiste, et la limite est différente puisque je donne mon opinion. Et quand on est journaliste, on ne donne pas forcément son opinion, même si on le fait, puisque vous allez voir, cet article transpire d'opinion sur ma personne et sur ce que je fais et sur ce qu'est le cadre du débat démocratique en France. Alors, assure qu'il n'est pas complotiste, mais les complotistes l'adorent. Donc, voilà, vous savez, alors, je ne vais pas revenir sur le complosophisme, vous savez très bien que l'accusation de complotisme n'a plus aucun intérêt en réalité, puisqu'on voit qu'à présent, que ce soit les débunkers, les fact-checkers sont pris les pieds dans le tapis de leur propre contre-vérité, enfin, qui étaient des vérités simplement assénées par le marketing de Pfizer. Ils avaient le droit de croire, mais c'est de la croyance, c'est pas des faits. Moi, j'ai toujours fait attention. Je ne préfère plutôt chercher les faits, plutôt douter, plutôt essayer de trouver où est la réalité dans un flot de communiqués de presse, d'annonces marketing, de publicité, de propagande. C'est ça, le journalisme, à mon avis. Mais bref, vous êtes complotiste, vous le savez, c'est pas grave, enfin, passons là-dessus. Il jure qu'il ne roule pas pour Jean-Luc Mélenchon, mais on le retrouve dans de nombreux coups des Insoumis, et c'est vrai, j'ai fait
quasiment un chemin avec les Insoumis parce qu'il y avait une élection présidentielle. Ça ne vous a pas étonné. Et j'avais choisi mon camp. C'était celui des Insoumis et de Jean-Luc Mélenchon parce qu'il portait un programme avec lequel je suis quand même globalement d'accord sur beaucoup de points. Et donc, on ne peut pas être d'accord sur tout, mais quand on voit sur la masse des points du programme, effectivement, j'ai fait campagne, ou du moins dans cette campagne, plutôt de ce côté-là qu'un autre. Tout en courant les plateaux de la fachosphère. Et oui, je vais sur TV Liberté, au Bistrot Liberté, je vais sur Radio Courtoisie également, Ligne Droite, j'en oublie sans doute, mais bref. Est-ce que je porte pour autant un discours fasciste? Non. Est-ce que je porte un discours xénophobe, raciste ou antisémite? Non, j'ai toujours combattu ces discours. Et d'ailleurs, je continue et je compte bien vous expliquer comment et pourquoi. En ligne, cette figure familière des réseaux. Bonjour. Je suis une figure familière des réseaux. Vous m'avez peut-être déjà vu sur Twitter. Effectivement, je ne suis plus trop invité chez Marc-Olivier Fogiel à BFM. C'est plutôt Roselyne Bachelot qui fait ce office d'éditorialiste, on va dire. C'est vrai, moi j'ai les réseaux. Et d'ailleurs, on y est bien. On peut rigoler, on peut avoir un ton un peu différent et on peut faire des choses. Mais je reviendrai sur les plateaux des débats des chaînes d'infos en continu. Donc cette figure familière des réseaux joue les influenceurs politiques et s'est battu une solide audience. 175 000 abonnés sur Twitter, vous êtes maintenant 180 000 sur Twitter, merci beaucoup. Vous voyez, entre le temps où ils ont écrit cet article et là, j'ai eu 5 000 abonnés de plus. Là, vous êtes nombreux à vous abonner en direct à la revue de presse, merci beaucoup. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner sur Twitch pour un mois, pour 6 mois, ce que vous voulez. Vous pouvez nous suivre également sur YouTube et sur tous les autres réseaux. Mon compte Twitter, c'est Poulain2012. Si vous êtes sur Twitter et vous avez mon Linktree qui est un peu partout. Bref. J'influence personne, évidemment. J'espère ne pas être un couillon d'influenceur. Je ne vends aucun produit, si ce n'est des magnifiques t-shirts Bajned et je suis féroce. Mais globalement, je suis loin de vous proposer d'avoir des dents en lavabo, des implants de cheveux, ou bien simplement d'acheter de la merde sur Wish que je vous vends plus cher parce que ça fait pousser les seins. Enfin, manger du saucisson aussi, remarque. Mais attention, je suis influenceur politique, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que là, j'explique un peu pourquoi ce cirque politico-médiatique ne marche plus tant que ça et finalement s'essouffle et que les partis traditionnels ont bien du mal à essayer de se rattraper aux branches. Alors, n'hésitez pas, bien sûr, à partager le lien de ce stream. On est pour un dimanche soir 1400. Pas de Brazilian butt lift sur cette chaîne, non. Je ne me mettrai pas dans une piscine gonflable en montrant mes fesses et en marquant des noms au tableau de ceux qui me donnent des sous, non plus, désolé. Et puis, comme je vous l'ai dit, je ne vous proposerai pas de vous refaire leur atelier façon porcelaine de chiottes parce que c'est moche, voilà. Je sais, vous êtes trompé de chaîne, ça arrive. C'est des trucs qui arrivent, j'y suis pour rien. Bon. Donc, solide audience, 80 000 sur YouTube également. Alors, si on pouvait faire les 100 000 avant la fin de l'année sur YouTube, ce serait tellement drôle. Ça aussi, quoi. J'attends les 100 000. Normalement, tu as un trophée, tu as un truc, tu fais un truc. Tu es 100 000 sur YouTube, tu fais un truc. Je fais un truc. Et si on est 2000, tiens, rien que ce soir, si on est 2000, je la fais l'émission culinaire. Rien que ce soir. Parce que normalement, on devait être 2000 pendant une semaine. On frôle les 2000, on sent bien que l'algorithme, ça pousse. Là, on est en train de boost niveau 6. Ça s'abonne, ça en parle. Suspendre pendant 5 minutes les annonces, tais-toi. Et puis, vous pouvez cramer des points de chaîne, ça aussi. Ça, l'algorithme adore. On est chez Jeff Bezos ici, c'est Twitch. Et donc, c'est pas l'espace, c'est pas non plus une base lunaire, c'est pas non plus... Bon, mais au moins, voilà, on se dit, je ne suis pas seul, je ne suis pas fou, et j'aurai peut-être cette formidable recette de la tartiflette au carton. Donc, n'hésitez pas, soyons 2000 ce soir, et c'est bon. Alors, qui l'abreuve de discours anti-système, quitte à tomber dans la théorie du complot. Je vous abreuve de discours anti-système. Et c'est vrai, je parle du système politico-médiatique. Et je le dénonce pour ce qu'il est. Un cirque, une mise en scène, un jeu d'acteurs. Quand on a un ministre de la Justice qui est mis en examen, ça ne va pas. Ça ne peut pas tenir. C'est pas ça, la démocratie. Je suis désolé. Surtout quand le président de la République, lorsqu'il était candidat, jurait qu'il ne ferait pas justement comme ses prédécesseurs et qu'il allait nettoyer un peu cette vie publique, la rendre noble, la rendre vertueuse et faire en sorte qu'un ministre mis en examen devrait démissionner. Comment voulez-vous les croire? Comment voulez-vous y croire? Comment voulez-vous continuer encore? Et
bien sûr, j'appelle au vote, j'appelle à l'engagement politique, j'appelle quand même à y croire, parce qu'on n'a pas le choix. On a le droit de vote, il faut bien l'utiliser. Et ça, c'est intéressant. Donc oui, j'ai un discours anti-système sur le système politico-médiatique, qui est un système complètement moisi, en train de se nécroser devant nos yeux. Et donc ça, c'est nécessaire et c'est utile. Et c'est pour ça que vous êtes si nombreux, je pense, ici, et sur d'autres médias indépendants. Quant à la théorie du complot, je ne vais pas y revenir. Mais enfin, c'est 2 boosters ? Parce que non, puisque avec le... Parce que vous me... Est-ce que vous pouvez me mettre un peu de mou ? Ouais, voilà. Avec le Moderna, ça ira bien. Merci. Wow, mettez du rap, ça ira. Voilà. Non, mais je ne vais pas faire la théorie du complot. Évidemment, mais on a le droit de douter des discours marketing de grandes entreprises internationales multicondamnées. Simplement ça, juste. Et puis on a le droit aussi de demander qui négocie les contrats ? Pourquoi les prix de ces vaccins ont été si chers ? Pourquoi Ursula von der Leyen refuse toujours de publier ses SMS et les discussions qu'il a eues avec le patron de Pfizer ? Est-ce que c'est du complot ? Non. C'est simplement du contrôle démocratique. Demandez pourquoi à un moment, des gens s'arrogent un tel pouvoir sur autant de millions d'individus. C'est proprement dangereux. Simplement ça. Donc, c'est de l'alerte. De l'alerte, c'est tout. Pas du complot. Celui qui se revendique socialiste, oui, le socialisme de Jaurès, je pense qu'on a un problème fondamental, qui est la lutte des classes. Il n'y en a pas d'autre. Vous avez une bourgeoisie de plus en plus violente, dont l'issue est le fascisme, qui veut toujours soumettre et minimiser la violence qu'elle donne, qu'elle propose aux prolétaires. Et ça ne changera pas. Il y a la classe moyenne qui a fait tampon pendant quelques temps, mais là, on voit bien que c'est en train de se rétrécir. Et c'est un vrai danger, parce que je ne pense pas que la bourgeoisie survivra à la fin de la classe moyenne. Et ça, oui, c'est le socialisme. Mais pas... On ne va pas parler du communisme, on ne va pas parler de ce qui s'est passé, bien sûr, avec le stalinisme. Les Stals, il y en a encore, il n'y a pas de problème avec ça. Mais je pense que le partage, l'idée même de partage, l'idée même de dire que les richesses, on ne peut pas continuer dans un système qui produit des milliardaires et qui produit des millions de pauvres. Ce n'est pas un système qui est sain pour l'humanité, ce n'est pas un système qui est juste. Voilà, donc c'est une question de justice. Et en cela, le socialisme me paraît quand même être un outil de réflexion intéressant, et l'anarchisme aussi. J'ai vilipende la dictature sanitaire, tu m'étonnes, et l'imposture du progressisme. Oui, parce que quand on nous parle de progressisme et que c'est le macronisme, excusez-moi, mais bosser jusqu'à 65 ans, c'est pas du progrès. Le progressisme est une entourloupe sémantique, tout simplement. Faire croire que parce qu'on va faire avancer quelques dossiers sociaux et que derrière on va continuer de produire de la pauvreté parce que le choix des gouvernants c'est la pauvreté, c'est pas du progressisme. C'est l'entourloupe du progressisme. Comme le terme de progrès. Il faut lire Jacques Bouvresse qui explique le mythe du progrès. Qu'est-ce que c'est que le progrès ? Avancer vers quelque part, donner l'illusion du mouvement, alors même que nous ne bougeons pas. Alors on s'habille différemment, alors on a des voitures, attention on n'en a plus bientôt. On a des trottinettes, on a Internet, on télétravaille, on téléconsulte, on numérise. Mais on est toujours des humains soumis à la loi du marché, soumis à la loi du plus fort d'une certaine façon, où les intérêts économiques des plus puissants font la loi. Voilà. Donc ça, c'est l'imposture du progressisme. Et ils finissent par dire que je suis une anguille. Ça, c'est l'intro. Bon, je vais continuer. J'adore les traquances. Je bois parce que je vais lire et parler beaucoup. Alors... Merci beaucoup. 2000 promotions pour ce stream grâce à vous. C'est formidable. C'est une magnifique intro. Hein. C'est l'article donc, qui parle de mes trucs. Quelques paragraphes, on va les faire un peu plus rapidement. Vous allez voir, je m'arrêterai simplement quand c'est intéressant. Mais j'aime bien commenter en direct et je pense que comme ça, vous aurez une vision plus globale de pourquoi je fais ça et pourquoi vous êtes là et voilà. Et pourquoi c'est dimanche soir et pourquoi demain c'est lundi et qu'est-ce que c'est en fait, que faisons-nous ici et qui sommes-nous dans l'univers ? Vous n'aurez pas réponse à ça, je suis désolé. Vu par le passé sur Arte ou France Info, ce Dijonnais, oui, je suis né à Dijon, né en 75, oui, je suis né en 75 également, 1975, né sous Giscard. C'est ça. Voilà, donc j'en connais du giscardisme, je sais le reconnaître comme ça, moi, comme ça. Tu vois, de Giscard à Macron, paf, rien n'a changé sauf la violence. On a encore augmenté un pas dans la violence. On n'a toujours pas de pétrole, hein, on n'a toujours pas d'idées. Hein. Bon, maintenant on a la politique de la sobriété énergétique.
Voilà, c'est la chasse au gaspillage, c'est la même chose. Rien n'a changé, c'est pour ça que je vous dis ça va. Le chômage, c'est toujours un chômage de masse. On a l'inflation. Bon, on a un peu plus d'Europe, c'est formidable, hein, ce qui fait qu'on a plus de guerres aussi. Donc, bon, bah, c'est génial. Franchement, là, on est très bien. Et depuis quelques années, il est réalisé sur Sud Radio. Absolument. On l'a vu aussi sur la chaîne pro-Kremlin, RT France. Alors, la chaîne RT France, elle est financée par la Russie, évidemment, mais la rédaction est composée de journalistes encartés, là, pour le coup, avec des cartes de journalistes français. Et là encore, sur le pro-Kremlin, évidemment, quand vous êtes une chaîne financée par la Russie, vous n'allez pas casser du sucre sur le dos de la Russie. Ça paraît quand même une ligne éditoriale majeure. Mais il a toujours été question de faire une info incritiquable parce que justement, RT France sait qu'elle a le CSA sur le dos et que le moindre faux pas valait suspension ou ce qui se passe maintenant. Mais là, c'est même pas le CSA, c'est Ursula qui a décidé que non, c'est une chaîne de propagande, il faut la couper. Bref, désormais interdit de diffusion dans l'Union européenne. Là, on passe, un média censuré dans l'Union européenne, c'est normal puisque c'est un média russe, hein. Bon, Zelensky a aussi censuré tous les partis pro-russes. C'est normal aussi, c'est la démocratie, c'est les valeurs européennes. Vous savez, la censure, ça fait partie des valeurs européennes. C'est important. Et on vous expliquera que oui, la démocratie ne peut pas tout accepter parce que finalement, l'ennemi est à l'intérieur et que donc, elle doit utiliser les armes des régimes autoritaires pour survivre également. Sauf que le régime d'exception va de plus en plus loin. Sauf que la censure, c'est pas une valeur qui, moi, me chaud. Je préfère quand même la liberté, et je préfère surtout la liberté d'expression. Et oui, nous vivons un moment orwellien, mais ça, vous le savez, c'est pas la peine d'en rajouter. Curieuse trajectoire pour celui qui assure que LFI est le mouvement dans lequel il se reconnaît le plus, d'autant que dernièrement il est aussi devenu chroniqueur pour l'antenne d'extrême droite Radio Courtoisie et a fait des apparitions sur la web télé identitaire TV Liberté, ou encore auprès de l'ex-FN Florian Philippot et chez l'une des têtes d'affiche de la mouvance QAnon francophone à la croisée de l'extrême droite et du conspirationnisme. C'est vrai, je suis allé sur Radio Québec, qui est quand même, bon les mecs quand même, Radio Québec, bon, Alexis Cosette m'a invité, donc on m'invite, j'y vais, tu vois. Je dis pourquoi pas, on va faire une émission, on va parler. Et c'est vrai, Alexis Cosette, à un moment, Radio-Québec, c'était toutes les semaines, Trump devait faire un truc, il allait se passer un truc, ils allaient arrêter les machins. Bon, ça, et puis QAnon a raconté quand même tout et n'importe quoi avec les Q-drops. Et ça, je suis pas ça. Mais je vais y parler quand même, parce que ça me paraît intéressant d'expliquer ma vision du monde à des gens qui ont peut-être une autre vision du monde. Tout simplement. Quant à Florent Philippot, pareil, il m'invite, je vais le voir. Sur ses positions sur le pass vaccinal, je suis d'accord avec lui. Je suis désolé, ce pass vaccinal n'a pas lieu d'être, c'est une aberration. On a quand même autorisé, le Conseil constitutionnel a autorisé quelque chose de totalement anticonstitutionnel, anti-liberté, contre la liberté de circulation, contre la liberté des personnes, pour un produit dont maintenant on se questionne sur l'innocuité et la façon dont il protège réellement. Alors pas tous, hein, puisque pour François Braun, c'est génial. Et puis nous également. Ici, on respecte les consignes de l'OMS. Hein. Allez faire le booster si vous ne l'avez pas encore fait, c'est extrêmement important. Mais bon, certains se posent des questions. Voilà, on a le droit de parler où à la fin? Voilà la vraie bonne question à laquelle je répondrai tout à l'heure. Je ne suis pas complotiste, se défend Poulain, attablé dans un bar de la gare de Lyon. On a bu du Perrier. Même lorsqu'il parle sur son site de biocontrôle à propos du pass vaccinal, point d'interrogation. Oui, alors, pourquoi je parle de biocontrôle? Parce que le pass vaccinal est une émanation de la biopolitique, hein, telle qu'elle a été expliquée par Foucault dans les années 80-70, et parce que Deleuze, lui, parlait de contrôle, de société du contrôle. Parce que l'information, c'est une façon de contrôler, c'est une façon de décider quelles vont être les informations qui vont être ingérées et comment on communique finalement via les masses médias à des gens pour assurer un certain contrôle. Et cet article est là pour contrôler justement. Hein. Il est là pour faire peur à des gens qui vont dire « Oh là là, on ne faut surtout pas toucher à ces gens-là, ils sont radioactifs, ils pourraient me contaminer ». Et cette idée de la contamination, elle est clé dans la politique du pass vaccinal et dans la politique du biocontrôle. Oui, de la biopolitique qui va gérer les corps, non plus simplement la pensée, mais les corps, qui va rentrer dans ce que vous avez de plus particulier, de plus précieux, vous. Ça, c'est une biopolitique telle que Foucault l'avait expliqué. Et il n'y a rien de conspi là-dedans. C'est ce que nous vivons. Des sociétés qui se sont arrêtées parce que le progrès technologique fait que finalement, le moment libéral, les révolutions bourgeoises du
XVIIIe siècle, qui a permis justement l'éclosion des libertés, qui a permis davantage la fin des guildes, enfin une société plus fluide, trouve sa fin dans la société du technocontrôle. C'est l'avènement dont on est témoin aujourd'hui, malheureusement. Et ça, bon, bah, c'est pareil. Rien à dire, si ce n'est que c'est du conspirationniste. Mais bon, la biopolitique est une réalité. Je vous invite à lire Foucault à ce sujet. Même lorsqu'il parle sur son site donc, de biocontrôle à propos, ni lorsqu'il évoque Davos et le Great Reset, ce fantasme censé permettre l'avènement du nouvel ordre mondial. Alors, j'ai jamais dit que le Great Reset était là pour assurer l'avènement du nouvel ordre mondial. C'est un bouillabaisse fait par les cabinets de conseil pour les cabinets de conseil pour emmener la société vers davantage de conneries, plus de numérisation, davantage de marché pour faire plus de thunes à McKinsey et consorts, avec un Klaus Schwab qui est dans un délire visible de surpuissance. Je vous mets juste une petite vidéo pour souligner ce que je raconte et vous expliquer que non, ce n'est pas conspi d'expliquer que Klaus Schwab est dangereux et qu'il se vante, c'est en anglais, je suis désolé, d'avoir infiltré tous les gouvernements avec son programme de Young Leader. And I have to say, when I mention our names like Mrs. Merkel, even Vladimir Putin and so on, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. Mm-hmm. But what we are very proud of now, the young generation, like Prime Minister Trudeau, President of Argentina and so on, that we penetrate the cabinets. So yesterday I was at a reception for Prime Minister Trudeau, and I know that half of this cabinet, or even more half of this cabinet, are actually young global leaders of the World Economic Forum. And that's true in Argentina too. Wow. Yeah. Sorry. That's true in Argentina as well. It's true in Argentina, and it's true in France now. Mm-hmm. I'm with the president, with a young global leader. But what is important for me... Voilà. Non. Mais derrière ça, il n'y a pas une idée quand même hein, d'hubris absolu. C'est-à-dire que le mec est très fier. Il y a Justin Trudeau, Emmanuel Macron. Oh, c'est Papy Schwab, c'est formidable. It could be a cyber pandemic. C'est flippant. Je suis désolé, c'est flippant. C'est pas ça, la politique. C'est pas ça. Un gouvernement du peuple par le peuple. Ça, on a un délire technocratique porté par une élite volontairement. Oui, le World Economic Forum, c'est ce moment où se rencontrent des gens qui sont d'accord sur tout. On doit faire comme ça parce qu'on est d'accord. Il n'y a pas de contradiction au sein de ces instances. De temps en temps, ils invitent Greta pour dire « How dare you !» Attention, c'est moche le climat. Et encore, le climat, c'est un truc... Je dis « Mais attendez, mais qu'est-ce qu'on va faire ? C'est plié de toute façon. » On peut essayer avec la trottinette et le vélo, mais globalement, c'est plié. Donc voilà, mais non, Libé, pour eux, attention, tu ne dois pas mentionner le World Economic Forum. Rien que le mentionner, Davos et le Great Reset, c'est un fantasme hein, qui permettrait l'avènement d'un nouvel ordre mondial. Non, le nouvel ordre mondial, là encore, il a été évoqué par Nicolas Sarkozy, il a été évoqué par Barack Obama, il a été évoqué par peut-être même Macron, je crois, quand il chevauchait le tigre. Donc, merde, c'est pas... du délire. Je ne dis pas que ce plan-là va fonctionner, qu'il y a un plan volontaire. Il y a sans doute une lutte. Plusieurs milliardaires qui ont un melon comme as et qui veulent être le champion du sauvetage de la planète. Mais ça reste un entre-soi de captation des richesses où on se refile de la thune pour des fondations, pour des think tanks qui servent à rien, pour des plans machin. Là, vous avez à Paris en ce moment le Forum de Paris pour la paix. Un truc formidable fait par Macron pour dire qu'il est formidable, qu'il sauve la planète après avoir été un champion of the earth. Ça, on s'en fout. Ça, c'est de la... Je vous laisse finir. Bref, le cadre avenant, à la barbe poivre et sel, à qui il arrive de dissimuler sa gêne derrière un éclat de rire, se trouble. Vous avez regardé beaucoup de vidéos, ouais, parce que avant, je leur dis, l'interview a duré 2 heures. Et je leur dis, mais putain, vous êtes fadés
toutes les revues de presse, tout ce que j'ai dit, chapeau les gars, vous faites du bon boulot. Alors, ils sont payés pour ça, en même temps c'est vachement bien. Vous voyez, vous regardez et vous vous abonnez au Monde Moderne, vous payez pour regarder, eux ils sont payés pour regarder et pour après dire que c'est nul. Un des deux, non. Remarque, pas Pierre Plotu, mais Massé a trouvé, lui il était fan de Timmy, ça le faisait marrer Timmy. Plotu trouvait ça nul. Donc voilà, chacun son truc, tu vois. Mais bon, ils ont fait leur boulot de journaliste. Ils sont allés voir, ils ont regardé, voilà, ils sont venus m'interviewer. Ça, c'est un boulot de journaliste, tu vois. Ils n'ont pas écrit en disant, ouais, on est allé voir la fiche LinkedIn de Poulain en disant que c'est un mec, voilà. Donc, ils ont fait leur boulot. Très bien. J'étais pas gêné. Quand j'ai rigolé, j'ai vraiment rigolé en m'imaginant les mecs regardant sérieusement, prenant des notes, les vidéos de la revue de presse. Tu vois le délire, quoi. Et je crois qu'ils ont fait ça avant que je mette le chapeau de dinde, mais globalement, c'est chaud, quoi. Donc voilà, bravo. C'était bien courageux. Eh les gars, on est 1580 ce soir. Merci beaucoup d'être là devant une mise au point sur l'article de Libé. Merci de nous suivre et également ici et sur les autres réseaux sociaux. Merci d'en faire la pub par le bouche à oreille. Merci de m'arrêter dans la rue, de dire Bajned et de dire combien cette revue de presse vous aide à tenir dans un monde de plus en plus taré. Et voilà, je crois que c'est aussi le rôle de ça. Et c'est pour ça que je voulais m'expliquer, parce que c'est important de revenir sur certains points qui vont après faire débat, j'imagine. On en parlera à l'issue de la lecture de cet article. N'hésitez pas, bien sûr, à partager un maximum le lien de ce stream sur tous vos réseaux sociaux et à vous abonner, à cramer des points de chaîne, à continuer. Bref, c'est pour ça, on sera peut-être 2000 ce soir. Et si on est 2000 ce soir, c'est l'assurance d'une émission culinaire comme vous n'en avez jamais vu. Voilà. Sans insultes, sans invectives, sans ferme ta gueule, t'es une merde. Parce que quand même, le niveau de la télé, on n'est pas mieux là quand même. Non, parce que je dis, regardez la télé, mais à un moment, est-ce qu'on n'est pas mieux là quand même que devant la télé? Parce que finalement, c'est la télé interactive. Tu vois, vous parlez, je parle, on peut raconter des conneries. Voilà, donc c'est bon. On est mieux. Oui, ça me paraît bien. Tête de veau lentilles, on verra. Tiens, on votera. Vous voterez pour la recette. Puis il se reprend. J'assume, c'est une question d'impact. Et oui, il y a une guerre d'audience et il faut aller chercher les gens. Mais je tente d'être le plus honnête possible dans ma démarche et avec ceux qui m'écoutent. C'est ça la clé. J'essaye d'être le plus honnête possible. Je ne vends pas de produits de merde. Je ne suis pas influenceur. Je vous vends pas des trucs foireux. Je ne suis pas là pour militer. Je ne suis pas militant non plus. J'essaye juste de témoigner de mon désarroi, avec humour, parce que je pense que c'est important de garder un sens de l'humour dans les temps que nous vivons, et d'être honnête par rapport à ce que je sais de ce cirque-là politico-médiatique. Ça ne veut pas dire que je sais tout, loin de là. Non, certainement pas. Mais je vous fais un travail d'information que vous n'aurez peut-être pas le temps de faire dans la journée. Vous n'aurez pas forcément envie de vous informer en lisant les journaux, en regardant la télé, en écoutant la radio. Et donc, ça permet de s'informer autrement. Et je pense que voilà, ça sert à ça. Et si ça peut servir à ça, c'est déjà ça de fait, c'est déjà ça de pris et je suis très content. Ça, je ne sais pas qui les lit et pourquoi, mais en tout cas, voilà, l'honnêteté est au cœur de la démarche du monde moderne et c'est ce qu'on fait Antoine et moi. Voilà, ce que vous voyez, c'est ce que vous avez, quoi. C'est pas... Et je suis pas en quel but en dessous j'ai un jean, hein, rassurez-vous. Non, parce que j'ai entendu dire ouais, mais il fait ça, machin. Non, et si je me mets en cravate, c'est aussi parce que voilà, c'est un minimum, même le dimanche soir, faut pas déconner. On n'est pas en pyjama le dimanche soir, même non. Numéro d'équilibriste. Honnête ? Pour l'interrogation. Celui qui s'est retrouvé propulsé à la télé en tant que journaliste spécialiste des questions européennes, au mi-temps de la dernière décennie, travaillait alors, nous raconte un ancien collègue, pour la version française du site d'actualité européenne Euractiv. C'est vrai. Oui. Et je leur ai tout dit d'ailleurs, j'ai pas caché. Il en était directeur, chargé surtout du marketing et des partenariats. C'est vrai aussi, oui. Alors que France 24 veut inviter un reporter du site pour un passage en plateau et que personne n'est disponible, Poulain se propose et laisse à l'antenne présenter comme journaliste. Bordel, quelle malhonnêteté. Non, j'étais présenté comme directeur du site Euractiv. Ce qui était le cas. Ce jour-là, sa carrière dans la com, du célèbre cabinet de conseil Ernst & Young à Reporters sans frontières, en passant par l'ambassade du Royaume-Uni à Paris, prend son virage médiatique. Et c'est vrai, je me suis retrouvé à la téloche sur France 24 en anglais, parce que
les journalistes de la rédaction d'Euractiv ne pouvaient pas y aller. Et donc j'ai dit, allons-y. C'était au cœur de la crise grecque. Voilà. Et je me retrouve d'ailleurs dans les premiers trucs face à Raquel Garrido j'ai pas pu en placer une. Je connaissais pas la télé. Donc tu arrives, tu fais waouh, c'est quoi ce machin? Mais voilà. Donc j'ai appris. Et j'ai appris aussi ce qu'est un spécialiste de plateau, comme Sergueï Girnov par exemple. Ah ouais, c'est un mec en fait qui est arrivé là. Il a vu de la lumière, il est passé, il a dit je veux bien moi. Et après on l'appelle, on dit tu t'es libre, tu veux venir? Oui, pas de problème, j'arrive. Souvent ça marche comme ça. Donc voilà, l'honnêteté, elle est là. Je n'essaye pas de me cacher derrière des titres ronflants, de faire semblant de sauver la planète ou quoi que ce soit. Non. Et j'essaye de ne pas maltraiter les gens non plus. Voilà. Ça me paraît être quand même un plan de carrière pas dégueulasse, quoi. Alors, les plateaux de l'extrême droite, c'est antifasciste. Jure y aller pour porter la contradiction. Ah oui, mais après avoir visionné beaucoup de ces interventions, ça ne saute pas aux yeux. Pourtant, j'ai parlé, je suis contre cette idée du grand remplacement, évidemment, qui est complètement bidon, parce qu'il y a de la démographie, bien sûr, mais quand on voit les atermoiements sur l'Ocean Viking, 284 migrants, on est loin d'un grand remplacement, 80 000, les flux de réfugiés. Alors après, vous avez, évidemment, un risque de submersion migratoire, potentiellement, si on ne règle pas à l'échelle mondiale les problèmes. Enfin, regardez, la fondation de l'Open Society, George Soros, lui, demandait à l'Europe d'accueillir plus d'1 million de réfugiés chaque année. Bon, on en est très très loin. Et ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas le faire. La question, c'est pourquoi le faire si on a 3 millions de chômeurs dans nos pays, si on a 10 millions de pauvres en France? Comment on fait? Quelle est la magie, en fait, pour arriver à faire en sorte que des humains, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur origine, leur pays de maltraitance, des humains aient à manger, un futur pour eux, pour leurs enfants, un toit, et puissent avoir le respect dans la vie. C'est ça la question. Et comment ça se fait que, avec autant d'années de recul, on n'est toujours pas foutu de le faire, et qu'on met toujours autant d'argent dans la guerre, et qu'à l'hôpital, en ce moment, c'est l'effondrement. Et qu'Olivier Véran nous explique que c'est pas le tri. Non, c'est pas le tri, déconnez pas. On fait un peu semblant, on essaye de... Mais c'est pas le tri. Donc je veux bien. Mais la question centrale est là. Comment quelques milliards d'abrutis sur cette planète sont pas foutus de s'organiser pour arrêter de se tuer? Bon. Alors, dans l'entre-deux tours de la présidentielle, il sonne la charge contre Emmanuel Macron. Bonjour à Saint-Denis. Ah bah la Macronie. D'ailleurs, vous avez vu, en Angleterre, il y a un mec qui a jeté des œufs sur le prince Charles. Il n'est pas allé en tôle. Il n'a pas été déchu ses droits de sujet de la couronne. Il a simplement été interdit de transporter des œufs dans l'espace public et de s'approcher à moins de 500 mètres du prince Charles. Voilà. Donc, voilà. Monarchie, République. Bon. Alors... je sonnais donc la charge contre Emmanuel Macron. Oui, ça n'a pas changé d'ailleurs, puisque je pense que c'est... On en parlera tout à l'heure, mais c'est le moment absolument post-fasciste que nous vivons, cet extrême centre. C'est extrêmement dangereux, à la fois pour ce que nous vivons, pour le débat politique, mais aussi pour la santé mentale et la santé tout court. Regardez l'état de l'école, regardez l'état de l'hôpital, regardez l'état de la police, de la justice. Enfin, il n'y a pas un service public qui est en capacité d'assurer son service public. Et on appelle ça le progressisme. Donc non, il y a un vrai problème. Et appelait donc à faire battre sur le média conspirationniste Putsch. Salut Nicolas, tu sais que tu es un média conspirationniste. C'est Nicolas Vidal que vous devez connaître également. Tout en épargnant Marine Le Pen, qui de toute façon n'aurait pas beaucoup de pouvoir si elle était élue. C'est vrai. Elle, élue, n'aurait pas forcément eu de majorité. C'est faux de croire ça. Et elle, élue... Je ne pense pas qu'elle aurait aimé être élue et qu'elle n'aurait pas été élue de toute façon puisqu'on est en France. Et après, la question, c'est pas... Enfin, comment on en arrive là en réalité? Pourquoi Marine Le Pen est au deuxième tour? Qu'est-ce que ça dit en fait de la société française? Qu'est-ce que ça dit de la classe politique? Pourquoi ça? Pourquoi maintenant? Et pourquoi derrière se draper derrière ensuite une sorte de morale systématique en disant « Oh, le RN est intouchable !» Ah ouais, mais ils ont 89 députés. C'est un parti qui existe depuis des années. Fallait l'interdire si c'était hors du cadre républicain. Compliqué.
Ah ouais, c'est le Camoulox. Et là, vous avez alors le pire du pire, donc le RN qui se retrouve avec la commission sida, alors que Jean-Marie Le Pen était quand même très très virulent vis-à-vis des malades du sida. C'était proprement scandaleux, ses propos sur le sida dans les années 80. Mais bon, passons. Les Français ont une mémoire de poisson rouge, et ça continue comme ça. D'ailleurs, c'est comme ça. L'ancien employé de RT France, alors non, je ne suis pas ancien employé, je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça, je travaille toujours chez RT France. D'ailleurs, vous pouvez nous suivre avec un VPN, c'est toujours là, censuré bien sûr par l'Union européenne, mais disponible hors des pays de l'Union européenne, donc il n'y a pas de problème. Se défend aussi d'être pro-russe. Je ne suis pas d'accord avec l'invasion de l'Ukraine. Alors, il y aurait peut-être eu d'autres façons de régler ça. Peut-être que le conflit aurait fini par exister, aurait éclaté, mais le premier mouvement de cette invasion d'un pays, voilà, c'est pas un truc avec lequel je suis d'accord. Voilà, j'ai le droit de le dire. Je pense qu'on peut discuter. D'ailleurs, je pense que les partis en présence vont se mettre d'accord, puisque Joe Biden en a un peu marre de se faire sans arrêt insulter par Zelensky, qui dit « Allez, donne de la thune !» On dirait Sarko avec Mamie Zinzin, tu sais, quand il allait voir Liliane Bettencourt. « Allez, crache ta thune pour la campagne !» C'est pareil. Allez, donne ta thune, c'est pour la guerre. Oh, ça va, c'est pas ma thune d'abord, c'est celle de FTX. Vous savez, le truc de Bitcoin qui a complètement... Putain, ça aussi. J'en parlerai demain, là, le truc de Bitcoin. Bref, j'espère que cette guerre va prendre fin dans les mois qui viennent, les semaines qui viennent, le plus rapidement possible. Mais on sent que ça commence à négocier, et c'est tant mieux depuis la retraite de Kherson par l'armée russe. Donc voilà, bon. Et j'avais jugé que les sanctions économiques contre la Russie sont une erreur. Oui, enfin, quand on voit l'état de l'économie européenne, inflation, récession, le prix de l'énergie, on pouvait tout à fait, en tant que pays européen, soutenir l'Ukraine sans avoir ces sanctions économiques qui sont des sanctions contre les pays européens. Et puis vous avez quand même l'ancien chef d'état-major des armées qui, il y a 2 jours, dans une interview à LCI, je crois, a expliqué que cette guerre n'a aucun intérêt pour les Européens et les Français. Elle en a peut-être pour les Américains, mais certainement pas pour les Européens. Donc, là encore, avoir un avis contradictoire sur un sujet où finalement le débat n'a pas lieu d'être, ça s'appelle le tabou, le sacré. On n'a pas le droit de débattre. Rappelez-vous, c'était exactement la même chose sur le Covid. On n'avait pas le droit d'émettre un doute sur la politique sanitaire. Complètement pété. Enfin, à partir du moment où les mecs te mettent des rubans pour dire que les jouets, c'est interdit parce que c'est des produits non essentiels et que finalement, on peut... là, tu sais que c'est n'importe quoi. Ça n'a rien de sanitaire. On a affaire à des fous. Et à des fous complètement idiots. Mais bon, là encore, aller à l'encontre du discours officiel, c'est là faire preuve d'un esprit conspirationniste. Incroyable. C'est une faillite de l'intelligence. C'est pas autre chose. C'est simplement que la bêtise est devenue une bêtise triomphante. On a affaire à des idiots très fiers qui emmènent des abrutis vers l'abîme. Et nous, on regarde. Et on dit, ouais, j'ai pas envie, moi, de... Enfin, j'ai pas très confiance à ce monsieur. Je le trouve pas... J'ai pas l'impression qu'il est pas... Mais bon, passons. Ce monsieur, je ne sais pas quel monsieur, d'ailleurs. Non, je vois que vous posez la question bêtise ou plan. Toujours privilégier la bêtise, toujours. Alors... Voilà, le numéro d'équilibriste n'est pas sans... Ah oui, attends. Alors, le tout sans un mot pour les crimes commis par les forces d'occupation de l'Ukraine. Ah oui, parce que, oui, pourtant j'en ai parlé, j'ai parlé de... C'est la guerre, donc vous avez de la censure, de la propagande, vous avez des bidasses, des gamins qui se font trucider, qui trucident, vous avez des gens qui laissent libre cours à toute leur violence, voilà, des humains, et il n'y a rien de pire que la guerre. Et ça, par contre, souligner mon discours pacifiste, non, Libé l'a pas fait. Voilà. C'est un classique de la chaîne, prendre des intervenants qui peuvent paraître neutres ou opposants, mais ne jamais leur donner la parole sur des thématiques qui pourraient gêner la Russie, nous confie un ancien de RT. Alors j'ai parlé, dans les premiers jours, de l'opération spéciale, évidemment, puisque c'était comme ça qu'elle était appelée. Ensuite, j'ai très vite appelé ça une guerre. J'ai aussi condamné publiquement cette guerre. Voilà, je vois pas où est le problème. Ce numéro d'équilibriste n'est pas sans rappeler celui de Jean-Luc Mélenchon, au moins jusqu'à l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Bon, voilà. Très actif et disponible. On arrive à la fin, putain, c'est long. En fait, c'est long parce que je digresse. À la France insoumise, Alexis Poulain, un pied dedans, un pied dehors.
Pas encarté, il n'y a pas de carte en même temps, c'est un mouvement. Il est de nombreux coups du parti. Dès janvier 2018, il est chroniqueur aux médias, la web télé insoumise. C'est vrai. Peut-être c'est là que vous avez pris connaissance de ma ganache en premier. J'avais même une chronique sur les affaires européennes. Eh ouais. Qui vient d'être lancée par Gérard Miller et Sophia Chikirou. Et c'est la communicante de Mélenchon qui, assure-t-il, l'a fait venir. Oui, enfin, elle et il y a Julie aussi qui m'avait appelé. Bref, c'était des gens de la fille qui m'avaient appelé en disant « Est-ce que ça te dirait de venir à la web télé ?» Moi, je dis « Ouais, ça a l'air bien, c'est cool !» Et puis j'ai quitté le navire quelques mois plus tard, en même temps que la future députée de Paris, ciblée par une fronde interne critiquant notamment sa gestion humaine et surtout financière. Et là, je ne vous raconterai pas les détails, j'ai fait un article à l'époque de pourquoi je quittais le média. J'y suis revenu avec Denis Robert d'ailleurs, pour parler d'Epstein pendant quelques épisodes. En octobre 2020, on retrouve Poulain parmi les fondateurs de l'Observatoire national de l'extrême droite, l'ONED. C'est vrai, avec Thomas Porte, là encore. C'est Thomas qui m'avait appelé, j'avais dit oui. Quantité de cadres de la France insoumise. Cette fois-ci, il est embarqué par Thomas Porte, voilà, lui aussi devenu député, en juin. Un passage de courte durée, des militants s'indignent sur les réseaux sociaux de sa présence sur RT France notamment. L'Observatoire doit l'exfiltrer. Ni Porte ni Chikirou n'ont souhaité répondre à nos questions. Et on comprend. Vous avez 2 députés élus, ils ne vont pas prendre la parole publiquement avec des journalistes de Libé pour défendre Poulain. C'est pas leur rôle, hein, et ça va très bien. Et sur l'ONED, je me suis barré, comprenant que je n'y avais plus ma place, parce que justement, on n'était pas d'accord sur la gestion de la communication, sur le fait d'aller sur d'autres chaînes de télé pour défendre une parole antiraciste. Voilà. C'est la rupture, c'est ce qui fait que Usul me bloque sur Twitter, c'est que vous avez une partie de la gauche qui considère qu'on ne peut pas aller débattre sur des chaînes d'extrême droite, de droite, parce qu'on ne doit pas parler à ces gens-là. Donc, on reste débattre entre gens de gauche, entre gens qui sont d'accord. Moi, je ne vois pas l'intérêt. Et je me suis expliqué face aux gens de l'ONED, on a eu, c'était une visioconférence, j'ai expliqué pourquoi je faisais ça, c'était une stratégie, et que pour moi, elle était utile. Parce que porter la parole au-delà de la litière pour chat, où ils sont tous d'accord, c'est vachement intéressant. Enfin, un chat, c'est territorial. Si tu restes dans ta litière, tous les autres chats vont bouffer le territoire. Et toi, tu restes dans ta litière, t'es super content. Ça sent la pisse, ça sent la merde, t'es déjà plein. Et derrière, qu'est-ce que t'as? Des chats qui sont en train, eux, d'avoir le reste, qui peuvent chasser tranquillement les oiseaux, les petites souris. Et toi, t'es là dans ta litière et tu les regardes. Je vois pas l'intérêt. Mais bon, pour certains, c'est inutile. Et c'est moi l'idiot utile. On y reviendra puisque c'est le terme de la conclusion. Vous allez voir, la conclusion est splendide. Splendide parce qu'elle montre finalement ce qu'est la censure. Voilà, donc j'ai expliqué pourquoi je faisais ça et je suis parti. J'ai pas envie d'être un boulet, c'est pas la peine. Mais je sais qui je suis, je sais quelles sont mes valeurs et je sais pourquoi je le fais. Ancien proche de Jean-Luc Mélenchon, écarté en 2018 pour dérive droitière, Georges Kuzmanovic se souvient très bien de la première fois qu'il a croisé Poulain. Kuzmanovic, vous le connaissez peut-être, c'est vrai, il était à la France Insoumise, il est parti, il a fondé un parti qui s'appelle République Souveraine, et voilà, depuis qu'il fait de la politique, c'est compliqué de faire de la politique. Moi, je préfère rester commentateur de l'effondrement parce que finalement, c'est rigolo et qu'on peut s'informer et aussi faire de la politique. Parce que s'engager, militer, c'est bien, mais on peut faire de la politique de plein de façons différentes. S'informer, c'est politique. Et donc, je pense que là, on fait quelque chose d'intéressant. Donc, que dit Kuzma? Je l'ai rencontré à l'université de la Fille en 2016. Alexis est ce qu'on appelait un compagnon de route du PCF. Alors, je n'ai pas souvenir d'avoir été compagnon de route du PCF, mais pourquoi pas. Pas encarté, mais très actif et disponible. Il courait de réunion en réunion, même à l'autre bout de la France. C'est vrai, j'ai fait quelques réunions. Là encore, quand on m'invite, je viens. C'est facile, en fait. Je dis oui et je viens. Et je m'excuse puisque j'étais invité à l'université d'automne de l'UPR. Je n'ai pas pu venir pour des raisons personnelles, malheureusement, mais j'étais invité. Et j'aurais eu plaisir à venir débattre également avec les gens de l'UPR. Donc voilà, et j'étais là. Et j'étais présent et j'ai fait, oui, plusieurs meetings. Mais là encore, je ne suis pas militant. 2 ans plus tôt, en 2014, Poulain prenait la plume dans la lettre d'information du MEDEF Île-de-France pour défendre le rôle des lobbies à Bruxelles. Et c'est vrai, je travaillais pour Euractiv. Et à l'époque, j'étais totalement européiste. Ouais, pas eurobéa, eurocritique déjà. Mais je savais très bien que Bruxelles était un nid de lobbyistes et que oui, les lobbies, vous en avez de toutes sortes. Également des lobbies citoyens.
Vous avez par exemple Climalt, qui est un lobby citoyen. Vous avez Anticor, qui est un lobby citoyen, qui est extrêmement important dans les affaires de corruption. Vous avez plein de lobbies qui sont des lobbies citoyens. Et puis vous avez les lobbies d'argent. Par exemple, là, à la COP27, il n'y a jamais eu autant de lobbyistes du pétrole. Mais c'est ça les lobbies. Donc je sais de quoi je parle. Association de consommateurs, think tank, l'Institut Montaigne par exemple. Oh la vache! On a sorti un rapport sur les pauvres qui bossent pas, c'est vraiment de la merde. Hein? Non, les pauvres, pas le rapport. Le rapport, il est comme as. Ça va vous? Ouais. C'est Laurent Bigorgne. Le mec, il tapait autant que Jean-Luc Delarue quasiment. Non, moins. Mais beaucoup quand même. C'est chaud. On en est où? Oui, donc le fait que j'ai écrit dans la feuille de chou du MEDEF, c'est vrai parce que j'étais Euractiv et donc on avait un partenariat qui permettait de faire la pub d'Euractiv dans la feuille de chou du MEDEF. J'ai fait ça, ouais. Ouais, j'ai fait ça, mec. J'ai fait des trucs de dingue, moi. Ouais. Ah oui, bravo. Bravo, Poulain. Alors, le même fustige aujourd'hui le Forum économique mondial de Davos. Ils reviennent là-dessus. Hein. Une organisation inutile et dangereuse faite par les lobbies pour les lobbies et contre les démocraties. Oui, c'est un truc dangereux. Je viens de vous mettre la vidéo de Klaus Schwab, si vous étiez là tout à l'heure. Vous savez bien qu'il n'y a rien de démocratique là-dedans. Et que oui, ce sont les cabinets de conseil qui sont à la manœuvre et qui sont très contents d'avoir un lieu pour s'exprimer, dérouler leur plan finalement de développement commercial. C'est rien d'autre que ça. De la thune sur la silver economy, de la thune sur les vieux, de la thune sur les morts, de la thune sur les élèves, de la thune sur les malades, de la thune sur l'information par exemple. Bref. Donc on a le droit de critiquer Davos. Ça s'appelle le journalisme même. Mais bon. Alors, raison... Alors, attends. Kuzmanovic décrit aussi un homme profondément anticapitaliste. Ouais. Alors, attention. Je pense que le capitalisme a été une bonne chose à un moment donné, notamment l'invention de la démocratie libérale, l'économie qui a permis à un moment de faire des progrès. Des progrès, oui, il y a eu un moment de progrès. Et puis arrive la guerre. Et là, vous comprenez que le capitalisme finit toujours dans la guerre. Jaurès, le capitalisme porte la guerre comme l'orage, comme la nuée porte l'orage. Donc c'est un système dangereux. C'est un système de prédation, c'est un système de destruction. Destruction parce qu'il va falloir chercher, creuser toujours plus, aller chercher de nouvelles richesses, aller chercher de nouvelles matières premières, faire de l'humain une matière première. Et ça, c'est dangereux. Donc oui, je suis anticapitaliste. Et là, vous ne pouvez pas m'attaquer là-dessus. Mais attention, l'entreprise, la libre entreprise, c'est quelque chose de bien. Maintenant, la prédation, les mines pour les enfants, non, c'est de la merde. J'ai pas le générique. Mais bon. Et qui suit tous ceux qui sont d'une manière ou d'une autre souverainistes. Et oui, là aussi, pas de secret pour personne. Je suis souverainiste. Je pense que la question de la souveraineté est centrale pour, justement, une certaine justice et une certaine expérience de la citoyenneté. Parce que quand nous allons être de la chair à canon, de la chair à industrie, de la matière première, de la... Comment on appelle ça? De la ressource humaine. La ressource humaine. Déjà, ce terme est hideux. C'est pas une ressource, l'humanité. Mais si, c'est une ressource humaine, une ressource comme une autre. On l'a accepté. Et donc, vous savez, tous ces glissements sémantiques ont amené cette horreur économique dans laquelle nous baignons actuellement. Avec des grands prêtres de la dette qui vous expliquent qu'il faudra saigner pour rembourser cette dette, qui est de l'argent inutile, invisible, quasiment de la crypto en réalité. Pire même, puisqu'il n'y a même pas la blockchain. Là, on a des banques centrales qui créent de l'argent magique et qui ensuite s'expliquent que l'inflation est arrivée sans savoir pourquoi. Tandis que la finance s'est gavée, puisqu'il s'agissait de soutenir des banques qui étaient en faillite. Bref. Ça bug? Non, vous me dites que ça bug. Donc oui, et donc voilà, être souverainiste, c'est tout de suite déjà tendre le flanc à une critique terrible. Mais la critique de la construction européenne, encore une fois, elle est totalement utile. Est-ce que Maastricht était utile? Est-ce qu'on ne pouvait pas
continuer dans une coopération des nations plutôt que d'aller vers une monnaie unique, vers davantage d'intégration, vers cette pseudo-fédération des États européens que veut Macron, que veulent de nombreux responsables politiques en Europe. La question, elle reste au cœur de la table. Et elle est pour moi centrale dans les nouvelles césures politiques. Cette question de la souveraineté rebat les cartes, comme la question de la liberté. Vous avez ceux qui ont trouvé normal qu'il y ait un passe vaccinal et ceux qui ont été proprement scandalisés. Je reste scandalisé qu'il y ait des soignants suspendus encore aujourd'hui en France, avec un ministre, François Braun, qui explique que c'est quasiment une politique d'extrême droite que de réintégrer ces soignants-là. Alors, ok, combien de soignants maintenant en sont à la 4e dose du truc Covid, là? Sortez les chiffres. Et réintégrez vite les soignants avec des excuses. Mais bon, non, c'est conspi, ça de dire ça. Bref, c'est comme ça, sans doute, que je me suis retrouvé à une table ronde sur le tabou européen de la souveraineté, l'euro et le Frexit, aux universités d'été d'Oser la France de Julien Aubert. Là aussi, invitation, j'y vais, et c'était très sympa de débattre. Il y avait d'ailleurs Laurent Alexandre qui était là. Vous dire que j'ai débattu plusieurs fois avec Laurent Alexandre. On est d'accord sur rien, et c'est ça qui est bien. On n'est pas d'accord, mais on débat. Et alors là, la conclusion, c'est aux petits oignons pour vous expliquer pourquoi vous ne regardez plus Télémouton et pourquoi la censure existe et comment elle existe. Regardez. Il est un peu grillé à gauche, glisse un journaliste qui l'a côtoyé. Dans son égo trip et sa recherche de notoriété, il a pensé qu'il pouvait aller faire des chroniques régulières à RT et continuer à passer sur Arte ou France Info. Il s'est trompé et ça a joué dans son ressentiment contre les médias qu'il définit comme mainstream. Désormais, il n'a plus que l'extrême droite pour s'exprimer et il ne se rend pas compte qu'il s'enferme dans un rôle d'idiot utile. Mec, je ne sais pas qui est ce journaliste, je le salue. Mais si les médias ne veulent plus m'inviter, pourquoi ? Qu'est-ce que je représente ? Qu'est-ce que je représente pour eux ? Quelle peur ? Est-ce que je suis indigne ? Parce que j'ai défendu des idées ? Parce que j'ai essayé de raisonner ? Parce que j'ai essayé de faire mon travail d'éditorialiste, de journaliste ? Ouais, même si j'ai pas de carte. Est-ce que c'est ça le problème ? Donc ouais, c'est sûr, France Info et Arte ne m'invitent plus. Mais pourquoi ? Parce que je sens la merde. Sans doute, parce que je vais sur les médias de la fachosphère. Mais est-ce que c'est ce que ça fait de moi un fasciste ? Est-ce que le fascisme n'est pas ailleurs ? Je vais vous poser une question avant de continuer, et vous pouvez vous abonner pendant que je fais un magnifique sondage. Hop. N'hésitez pas, bien sûr. Et puis ensuite, je répondrai à vos questions. C'est parti, vous avez 2 minutes pour répondre. C'est très simple. Est-ce que je fais le taf ou est-ce que je fais le faf ? À vous de voter. En fait, tous ces procès, c'est de l'inquisition. Enfin, c'est simplement l'idée, en fait, de vous expliquer où il faut penser et où sont les bornes de la normalité et où sont les bornes aussi de la bienséance. Faites ce que vous voulez, mais votez Macron. Ça, c'est extrêmement important. C'est la clé, en fait. Un système qui est là pour montrer les déviants. C'est Howard Baker sur cette théorie de l'étiquetage. À partir du moment où vous exprimez ce qu'est une déviance, vous allez montrer qui sont les déviants, pourquoi il ne faut pas aller vers eux, la déchéance, la drogue, tout ce que vous voulez, le complotisme. Mais le procès en complotisme est stupide, il ne tient pas une seconde. J'ai pas de propos complotistes, je ne défends aucune thèse complotiste. Je les attaque même. Mais je me retrouve toutes les semaines dans Conspiracy Watch parce que j'ai des articles comme ça, parce que par amalgame, parce que j'ai osé remettre en cause la politique sanitaire du gouvernement, qui, à mes yeux, était dangereuse pour nos libertés et dangereuse pour notre santé. Mais enfin, on est où ? Et la conclusion de l'article est terrible. Voilà, c'est ça. Il s'est trompé. Je me suis trompé. Mais parce que je vais partout, je me suis trompé. Je crois pas. Je crois pas m'être trompé. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai courant important, une presse indépendante, une façon aussi de s'informer
autrement, qui est là et qui est nécessaire et qui est même utile au débat démocratique. Et encore une fois, j'ai jamais eu un autre discours que de dire d'aller voter en fonction de ce que vous pensez, de vous intéresser à la politique, que pour moi, c'est ultra important de repolitiliser des populations, des jeunes qui sont sur TikTok, qui savent même plus ce que c'est que la gauche, la droite, le marxisme, que voulez-vous? Ça, c'est extrêmement important. Bon, eh bien, vous avez été plus de 1000 à voter, et pour 97%, je fais le taf. Merci. Il y en a quelques-uns qui ont dit que je faisais le faf quand même. Ils étaient 38. Bon, écoutez, on a le droit de ne pas être d'accord. En tout cas, merci à vous. On n'est pas 2000 ce soir, ce dimanche soir. Je sais, parce que vous avez autre chose à foutre. Il y a peut-être un match, je ne sais pas, de rugby, de foot. Il y a peut-être le Qatar, tout ça. Mais merci en tout cas d'être là et d'être là tous les matins pour cette revue de presse et de nous suivre. Je vais vous lire un passage extrêmement important d'un livre d'Herbert Marcuse qui s'appelle « L'homme unidimensionnel ». Alors, c'est un penseur marxiste qui a écrit ça dans les années 60, en 64, sur la société unidimensionnelle, qui est ce moment fasciste que nous vivons en fait. Et il l'explique très bien, bien mieux que moi, donc c'est pour ça que je vais en faire lecture. Et je vous invite à vous procurer ce livre qui est une analyse sociologique de cette société de consommation qui atteint sa fin démocratique, en fait. Donc, de la manière dont elle a organisé sa base technologique, la société industrielle contemporaine tend au totalitarisme. Le totalitarisme n'est pas seulement une uniformisation politique terroriste, c'est aussi une uniformisation économico-technique, non terroriste, qui fonctionne en manipulant les besoins au nom d'un faux intérêt général. Typiquement, la retraite à 65 ans. Alors qu'on est dans une société du gâchis, de la surproduction, du gaspillage. Mais pourquoi faut-il travailler plus? Pour payer des retraites. Mais et la captation des profits, on en est où? Bref, une opposition efficace au système ne peut pas se produire dans ces conditions. Et c'est là toute la limite, évidemment, du jeu politique, du jeu politico-médiatique. La question Boyard chez Hanouna, par exemple. C'est là. Qu'est-ce que c'est qu'une réelle opposition? Le totalitarisme n'est pas seulement le fait d'une forme spécifique de gouvernement ou de parti, il découle plutôt d'un système spécifique de production et de distribution parfaitement compatible avec un pluralisme de partis, de journaux, avec la séparation des pouvoirs, etc. Exactement ce que nous vivons. C'est-à-dire que là, oui, nous sommes dans une démocratie. Il y a plusieurs partis. D'ailleurs, ils sont tellement tous d'accord qu'à la fin, ils ont fait un truc qui s'appelle Renaissance, où il y a des mecs de droite, de gauche. Ils se cachent même plus. Et c'est formidable. C'est ce moment-là. Le livre est écrit en 64. Aujourd'hui, le pouvoir politique a tout pouvoir sur le processus mécanique et sur l'organisation technique de l'appareil. Les gouvernements des sociétés industrielles avancées et de celles qui sont en train de le devenir se maintiennent et se défendent à condition de mobiliser, d'organiser et d'exploiter la productivité technique, scientifique et mécanique nécessaire à une société industrielle. Donc c'est les shadows. Tout est fait pour qu'on continue de surproduire. Pour s'acheter des bagnoles électriques parce que les bagnoles à pétrole, ça pollue. Pour continuer à faire en sorte qu'on gaspille. Mais l'idée de ralentir, l'idée de bien vivre, de s'occuper des siens, l'idée de faire attention à sa santé. Non, il faut travailler. La valeur travail, c'est Ciotti qui l'a ressorti ce matin encore. Et cette productivité mobilise la société comme un bloc. Elle passe avant tout intérêt particulier. C'est le PIB, la croissance, l'emploi de Bruno Le Maire. C'est cette productivité-là. Le politique ne sert plus qu'à ça, à faire en sorte que vous soyez mobilisés, quel que soit votre bord politique, sur la productivité. Il faut produire. Vous êtes de la ressource humaine. Pas de la ressource citoyenne. Certainement pas des citoyens libres et conscients. Là encore, c'est un danger. Et donc, dans toute société qui est organisée et basée sur le machinisme, le fait brutal que la puissance physique de la machine est plus grande que celle de l'individu, de chaque groupe d'individus, explique que la machine soit l'instrument politique le plus efficace. Et on a affaire à des technocrates. C'est-à-dire qu'ils ne font plus de politique, ils font un machinisme technocratique. L'idée de l'hôpital de flux qui fait qu'on n'a plus d'urgence. L'idée de la nouvelle éducation qui fait qu'on n'a plus d'instruction publique. Bref, tout ça, c'est de l'efficacité
pour la productivité. Pas pour l'éveil des consciences, non, surtout pas. Ça, c'est oulala. Mais son sens politique peut être inversé. La puissance de la machine est essentiellement la puissance de l'homme accumulée et projetée. Or, le monde du travail est conçu comme une machine et mécanisé à un degré tel qu'il est le potentiel d'une nouvelle liberté pour l'homme. Mais certainement pas. Tous ces gains de productivité faits depuis les années 70, 80, 90, la numérisation, le télétravail, etc., devraient libérer l'individu, devraient faire en sorte qu'on ait une semaine de 3 jours, qu'on ait la retraite à 60 ans, évidemment. Or, qu'est-ce qu'on nous vend avec ce faux progressisme ? Le travail, jusqu'à la mort, quasiment, 65 ans. Je vous rappelle que l'espérance de vie en bonne santé, c'est jusqu'à 63 ans. L'idée même qu'il faut en finir avec les 35 heures, qu'il faut travailler davantage. Pour l'emploi, avec 3 millions de chômeurs. Mais bref. La société industrielle a atteint le stade où on ne pourra plus définir la société véritablement libre dans les termes traditionnels de liberté économique, politique et intellectuelle. Non que ces libertés aient perdu leur signification, mais elles ont au contraire trop de signification pour être enfermées dans le cadre traditionnel. Voilà. Donc ainsi, avoir une liberté économique devrait signifier être libéré de l'économie et de la contrainte exercée par les forces et les rapports économiques, être libéré de la lutte quotidienne pour l'existence, ne plus être obligé de gagner sa vie. Ça, c'est l'utopie anarchiste. Avoir la liberté politique devrait signifier pour les individus qu'ils sont libérés de la politique, sur laquelle ils n'ont pas de contrôle effectif. Et puis, la liberté individuelle devrait signifier qu'on a restauré la pensée individuelle, actuellement noyée dans les communications de masse, victimes de l'endoctrinement. Signifier qu'il n'y a plus de faiseurs d'opinion publique. Plus d'opinion publique. C'est pour ça que je veux surtout pas être un influenceur. Je suis là pour que chacun, justement, lise des bouquins, commence à se faire des idées, commence à comprendre qu'il y a une aliénation terrible. Un système dans lequel on est englué. Un système dans lequel on est bloqué. Un système dans lequel, finalement, on se sent totalement dépossédé. Le livre, c'est L'homme unidimensionnel d'Herbert Marcuse. Et il explique ce qu'est l'homme unidimensionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'une seule pensée. C'est ce qu'on appelle autrement la pensée unique d'une certaine façon, mais le fait qu'il est quasiment impossible de se libérer de cette pensée-là, de ce dogme-là, et qu'on est coincé là-dedans. Voilà. En expliquant d'ailleurs que la combinaison productive d'une société, c'est une société de bien-être et une société de guerre. On est en plein là-dedans. C'est-à-dire que vous avez qui cohabitent le fait de faire toujours mieux et de dépenser toujours plus d'argent pour les moyens guerriers. C'est exactement ça. D'où la société nouvelle. Et Gilles Deleuze, lui, quand il parlait d'information, il parlait là aussi de contrôle, d'une société du contrôle. Parce qu'on était passé, avec les masses médias, à cette société, évidemment, où le message doit faire corps, où finalement, le fascisme, c'est pas qu'un décorum, c'est pas un parti, c'est une façon de se conformer, c'est le conformisme. C'est l'idée que aller vouloir penser pour soi-même, vouloir réfléchir est déjà un acte séditieux. Remettre en cause ce système de la productivité contre l'humain est un acte séditieux. Donc on a du pain sur la planche. Je ne vous cache pas qu'on a beaucoup de choses à faire. Et vous avez à ça ajouté la société du spectacle. Et ce que vous avez vu avec Hanouna et Boyard, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est du clash. Ils appellent ça du clash. En fait, c'est des gens qui s'engueulent sur un plateau télé, sur des sujets où on pourrait débattre de manière intelligente. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime bien RT France, parce qu'on n'a pas ce genre d'émission sur RT France. Et ben non, on s'engueule, on fait du clash. On est là pour dire ta gueule, ferme ta gueule, t'es une merde. Waouh. Mais ça ne sert qu'à ça, fabriquer du consentement. Sans parler des nouveaux chiens de garde, évidemment, que vous connaissez également. Je baisse, j'éteins et je décale. Sans parler, bien sûr, de la politique de sobriété énergétique, qui est une vaste escroquerie, là aussi. Quand on importe du charbon du bout du monde et qu'on récupère du gaz de schiste et du gaz naturel liquéfié américain par cargo entier au Havre. Donc voilà, je voulais m'expliquer par rapport à ça. Vous dire aussi que bon, cet article, c'est de la pub, hein, c'est très bien, merci Libé. D'ailleurs, Libé, je voulais vous parler de Libé pour conclure. Non, parce qu'ils sont sympas, mais Libération, quand même, c'est Daniel Kretinsky, hein, le Tchèque qui a fait fortune dans le charbon, qui est venu à leur secours, en fait, en filant 15 millions d'euros, quand même,
pour garantir son financement jusqu'au retour à équilibre prévu en 2026. Donc là, 15 millions d'euros, vous avez jusqu'à 2026 pour me rendre ma thune, vous êtes gentil, c'est un prêt de 14 millions d'euros et 1 million d'euros dans le fonds de dotation que possède le journal, mais sans être au capital du titre de presse. Donc ça, c'est vraiment des bienfaiteurs de l'humanité qui permettent à des titres d'exister, pas du tout pour animer le débat démocratique, justement, avec cet argent-là. Au monde moderne, évidemment, on n'a pas d'oligarques, mais si vous en connaissez, si vous en avez dans la poche, n'hésitez pas, et de donner-leur mon 06, il n'y a pas de problème. Daniel, si tu m'écoutes, Daniel, on pourrait monter une rédac, toi et moi, on pourrait faire des trucs incroyables, sans Christophe Barbier, sans Raphaël Enthoven, on pourrait faire autre chose, tu vois, un truc, si tu m'écoutes, Daniel, non ? Enfin, si vous en connaissez d'autres, éventuellement, voilà, des oligarques, c'est pas ce qui manque quand même, merde, on crée du milliardaire comme d'autres... comme d'autres créent bref. Bon. Là, sur l'année 2021-2022, selon les données ACPM, la diffusion payée de Libé a été de 93 000 exemplaires par jour en moyenne. Bon, c'est pas beaucoup, mais quand même. Soit une progression de 11%, grâce aux ventes numériques notamment. En juillet, la diffusion de Libé atteint même le seuil des 100 000 exemplaires. Parce que c'est les élections, donc c'est vrai que ça cartonne un peu plus. 59 000 abonnements numériques. Alors nous, on est loin des 59 000. Vous êtes 830 abonnés sur Twitch. Ça fait loin des 59 000 abonnés numériques. Donc c'est vrai qu'avec de la pub, avec l'audience, on peut faire des choses. C'est pour ça que je passe mon temps à dire qu'il faut qu'on ait l'audience, que c'est extrêmement important pour porter une autre information. Deleuze parle de contre-information, une information contre l'information officielle. Ça ne veut pas dire que c'est de la réinformation ou de la désinformation. Non, c'est une autre information. Et ça, c'est extrêmement important. Et il le dit. D'ailleurs, elle ne s'incarne que dans des actes de résistance. C'est comme ça qu'elle devient utile. Alors, on ne fait pas de la résistance, loin de nous. On n'est pas dans un régime totalitaire, même si, attention, l'homme unidimensionnel veille au coin de la rue à cette société d'endormissement démocratique. Donc, voilà, cette information parallèle, autre, elle est essentielle. Et on est loin des 59 000 abonnements, comme je vous le dis. Mais le titre reste dans le rouge. Ouais, parce qu'il y a du monde quand même. Ils se sont mis à deux pour écrire l'article sur moi, donc tu comprends qu'après, il y a du monde et que c'est bon. En 2022, les pertes de Libé devraient finalement se situer entre 6 et 7 millions d'euros, car le contexte est plus difficile que prévu du fait de la progression des prix du papier et de l'énergie. Ah ouais, mais il y a une aide à la presse qui arrive pour le prix du papier et de l'énergie, plus une espèce d'aide géniale au Paris Peace Forum, là encore 15 millions qui sortent de je sais pas où. En fait, le principe de ce système clos d'élite permet de faire des vases communicants, c'est-à-dire que les millions qui sont récupérés, on ne sait pas comment, par l'impôt, vont aller à des think tanks inutiles, à des instituts comme l'Institut Montaigne, qui vont ensuite faire des rapports qui vont conforter le pouvoir dans le fait qu'il fait super bien son boulot. Toi, tu es là, tu dis, mais l'inflation quand même, monsieur... Ben non, t'as pas ton think tank, ferme ta gueule. Ouais. Donc voilà, donc, c'est une captation de richesse, autre, assez malin, mais ça permet de continuer le système. Et puis, 2 mois de discussion, et Libé donc, a trouvé les fonds pour pérenniser le modèle économique. Une obligation d'une durée de 4 ans, c'est ce que je vous disais, en toute indépendance, bien sûr, de la rédaction. Nous, on dépend de vous, tout simplement, de vos dons, de vos abonnements, du bouche à oreille, du fait qu'il y a de l'audience qui va faire que de nouveaux gens vont s'abonner, vont prendre des abonnements sur plusieurs mois, vont parler de cette revue de presse qui est le flagship, excusez-moi de ce terme, mais le navire amiral du monde moderne, on va dire. L'idée, c'est de faire davantage, évidemment, de vous faire découvrir des auteurs essentiels, de vous faire comprendre, finalement, ce qu'est cette société unidimensionnelle, comment on peut revenir sur des termes de biopolitique volontairement oubliés dans la pensée politique contemporaine, comment on peut aussi essayer d'animer le débat démocratique, encore une fois, parce que c'est essentiel de se politiser. Oui, ça ne veut pas dire être militant, et montrer que l'ordre, la société de l'ordre, les devoirs de Macron, c'est une société finalement de maltraitance. Et on n'a pas à l'accepter. On n'a certainement pas à accepter ça comme un état de fait. Voilà, oui, ce serait bien d'avoir des invités, évidemment, intelligents, qui sortent des bouquins intelligents. C'est aussi notre objectif ici, au Monde Moderne.
Il y a le nouveau média de Régis, Le Sommier également. Vous en avez plein des nouveaux médias. Et non, tant que vous êtes là, je ne vais pas lâcher, évidemment. Mais ça veut dire que c'est extrêmement précaire. C'est un boulot qui dépend de l'énergie qu'on peut y mettre, de l'investissement qu'on va pouvoir trouver auprès d'abonnés, auprès de gens qui peuvent investir aussi dans le monde moderne, bien sûr. Et tout ça grâce à vous. Je vais prendre un moment pour répondre à vos questions, si vous voulez. Et puis après, c'est dimanche soir, on pliera l'affaire, puisque ça fait déjà 1h30 que je parle. Pas pour ne rien dire, non, c'était important, je pense, de faire un point et de vous expliquer qui je suis et que non, je ne suis ni complotiste ni fasciste. Bien au contraire. J'attends vos questions. Surtout, vous pressez pas. Ma date d'anniversaire, non, 75, c'est déjà bien. Qu'est-ce que tu penses du syndicalisme en France? Un vaste sujet. D'ailleurs, j'ai partagé sur mon canal Telegram un article du Monde diplomatique qui expliquait que les syndicats étaient très critiques de la presse à une époque et d'ailleurs avaient développé toute une pensée sur l'importance des médias dans le combat syndical. Et c'est vrai que là, on a des syndicats qui font des boulots très segmentés, qui refusent de travailler ensemble et qui ne se rendent pas compte du moment historique de ce basculement et qui font partie de cette unidimensionnalité qui fait que la productivité reste au cœur de leur façon de voir le monde. Or, il faudrait décaler ça sur davantage d'humains plutôt que faire simplement d'économie. Ah, Lepage, j'adorerais l'avoir, j'ai pas son contact, mais ce serait formidable de rencontrer Lepage. Mon shampoing, c'est Pétrolane. Vous savez, ce shampoing à base de pétrole. Plus que 30 ans avant la retraite, c'est ça. Mon signe astrologique, mais arrêtez avec ça. Ça dépend. T'es complotiste? Non. Écris-tu? Je vais m'y mettre. Oui, je pense que ça va être important de faire un livre. Alors, je ne sais pas la forme que ça va prendre, mais pour expliquer justement, faire un peu d'explication de ce que j'imagine nous vivons collectivement après ce moment dingue qui a été le Covid, mais qui est juste l'épiphénomène qui révèle encore davantage le moment de la société industrielle. Une fable. Oui, ce sera un conte philosophique. À quand débat avec Ursula? Non. Que devient Antoine? Il est là, il sera là la semaine prochaine. Il devait faire la revue de presse cette semaine, mais il a eu des empêchements. Prêt à manger des insectes? Non. Non. En politique, je vote pour toi. Oui, mais je ne me présente pas. Un petit coup de Lordon. Ah, Lordon est formidable aussi dans le monde diplo. Voilà. Mais c'est marrant parce que le monde diplo, vous avez le monde est propriétaire, pas majoritaire, je crois, mais à une part du monde diplo. Vous me verrez demain matin, bien sûr. Oui, il y a des projets avec Greg et Rémi. Déçu de l'article de Libé? Pas du tout. Je m'attendais à ça. Je trouve qu'il manque d'humour. On aurait pu faire un article plus drôle, plus sarcastique même sur qui je suis. Et puis surtout, aucune mention du monde moderne et de ce qu'on fait sur Twitch ou ailleurs. Surtout, faut pas faire de pub à Poulain, quoi. Je suis déçu parce que voilà, quitte à faire de la pub. Libé a approché Timmy pour l'article. Ah, ils se sont posé la question de mettre une photo de moi avec Timmy. Issu de la revue de presse, et puis ils ne l'ont pas fait. Je pense les zététiciens, mon Dieu, déjà rien que le nom, j'ai pas envie d'en parler en fait. Mon livre de chevet, en ce moment, c'est celui-là que je découvre et qui est très très bien. Bernard Stiegler, parfait. Barbara Stiegler, bien sûr, Barbara Stiegler, oui, ce serait formidable de l'avoir. Ce qu'elle a dit pendant la pandémie était excellent. Comment tu vis ta mise au banc de la diaspora politico? Très bien. Mais j'ai jamais cherché ça, en fait. Il y a une telle médiocrité, finalement, et une telle suffisance